No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas a la noche. Deslizando las estrellas. Catherine Ribois, bonjour. Bonjour. Tu nous accueilles aujourd'hui chez toi. C'est un petit peu le contexte de toute une vie. Et c'est voilà, ce dont on va parler cet après-midi. Tu es évidemment auteur, scénariste, biographe. Tu as aussi été journaliste. Oui. Tu as enseigné, tu étais professeur de linguistique. Oui. Tu as enseigné l'anglais longtemps. Et puis tu as été une des figures, alors connues ou peu connues, mais du début du féminisme. Donc tu as été donc une auteure récompensée, prix des Deux Magots pour un de tes premiers livres, récompensée par l'Académie française. Et après j'arrête, mais donc voilà, toute une vie de femme de lettres. Et quand on préparait un petit peu cet entretien, on cherchait un petit peu un angle, et tu nous as dit, il y a quelque chose qui m'intéresse dans tout ce que j'ai fait, en réalité, ou de ce que je n'ai pas pu faire, mais c'est le principe un peu de l'empêchement, ou le principe du succès. Et je crois que Surmonter l'empêchement. Surmonter l'empêchement. Tu nous as parlé notamment de ce principe très lacanien, et voilà, et tu replaçais tes diverses expériences, enfin tout ce travail d'une vie, un peu aussi dans ce contexte-là. Donc je pense qu'on va parler de ça cet après-midi. Oui. Tu connais le concept de flamme, donc tu es une flamme, et c'est pour ça que nous t'interviewons cet après-midi. Et je pense qu'une des premières questions qu'on voudrait te poser, c'est ta flamme, de qui tu la tiens, qui t'a inspiré, qui en a été d'une certaine façon la première étincelle. Et je dirais que d'abord, moi j'étais enfant unique très longtemps. J'ai eu un frère, mais j'étais déjà ado à ce moment-là. J'étais enfant unique, mes parents travaillaient beaucoup, donc j'étais très seule, et il y avait des livres partout. Il y avait des livres partout dans la maison, donc les livres, pour moi, sont des amis. Et c'est des amis qui, contrairement aux vrais amis, ne vous trahissent jamais. Alors déjà, il y avait cet environnement avec des livres, et puis j'ai eu une grand-mère que j'adorais, qui s'est beaucoup occupée de moi. Et un jour, alors toi ça ne te dira rien parce que c'est trop ancien, mais il y avait une poétesse, une jeune poétesse qui s'appelait Minou Drouet. Ça a été une espèce de... On ne parlait que de Minou Drouet, elle devait avoir, je ne sais pas, 8 ans, quelque chose comme ça. C'était une petite fille qui écrivait des poésies, alors il en est sorti, il y a eu un petit volume sorti chez Julliard et qui était censé être un génie, une espèce de petit Mozart, si tu veux, de la poésie. Et un jour, ma grand-mère m'amène devant la glace, elle me montre un Paris Match où il y avait des photos de Minou Drouet, elle me dit « Regarde là, t'es mieux qu'elle. Tu feras mieux qu'elle. » Et elle avait décidé qu'elle me disait, tu vois, moi je voulais être poète, mais j'ai pas pu parce que j'ai pas fait d'études, parce que ma pauvre grand-mère pensait que c'est en faisant des études qu'on devient poète. Et elle m'a dit, mais toi, voilà. Donc, elle m'a mis dans la tête ça, et comme j'avais l'impression que c'était la seule personne de ma famille qui avait confiance en moi, qui croyait en moi. Et donc, c'était très important pour moi. Elle m'a mise, oui, je me suis mise à écrire de la poésie, très mauvaise d'ailleurs, mais à ce moment-là, à cause de cette femme que j'aimais. Donc c'est venu comme ça, le féminisme est arrivé après, mais si tu veux, l'idée que, effectivement, parce qu'elle était de sa génération, elle n'avait pas pu faire ce qu'elle aurait voulu faire, déjà, et qu'elle voulait que moi, j'ai cette liberté-là, cette possibilité, c'était déjà me mettre sur cette voie-là. Et est-ce que ça, dans cette même logique du combat d'une vie, ou en tout cas de choses que tu essaies d'encourager, que tu as pu faire d'ailleurs auprès de tes élèves, auprès de ceux que tu as fréquentés, auprès de ceux que tu as pu inspirer, est-ce que c'est quelque chose que tu peux, qui est devenu en fait un peu la trame de ta vie, encourager les gens à réaliser ce qu'ils ne pensent pas pouvoir naturellement réaliser? Oui, parce que je pense que aider l'autre dans ce domaine, c'est s'aider soi-même. Je pense que aider l'autre, c'est toujours s'aider soi-même, en fait. Et donc, effectivement, quand j'étais à la Sorbonne, j'étais à Sorbonne Paris 4 en linguistique anglaise, mais j'ai enseigné
pendant 10 ans en master professionnel de cinéma à Paris 1. Et là, j'avais des étudiants, je faisais de l'analyse de films, mais il fallait que ces étudiants soient capables d'exposer leur projet de film en anglais. Voilà, l'idée c'était ça, qu'il fallait qu'ils puissent le faire en anglais. Et comme ce n'étaient pas des anglicistes, ils étaient terrorisés. Certains d'entre eux, pas tous, mais il y en avait qui venaient me trouver, qui me disaient « Madame, je ne vais jamais y arriver ». Ils avaient un exposé à faire sur un film de leur choix. « Je ne vais jamais y arriver ». Et je leur disais « Si, mais je fais des fautes, je fais des fautes ». Ça, c'est le système français. Et donc, je dis, mais ça n'a pas d'importance, on vous pardonnera de mal parler anglais, ce qu'on ne vous pardonnera pas, c'est de ne pas faire l'effort de le faire. Donc, même si vous baragouinez, faites-le. Et il y en avait un, c'était extraordinaire, je m'en souviendrai toujours, on est devenus amis après d'ailleurs. Il faisait son exposé, son anglais était atroce, et il avait des grosses la sueur qui, tu vois, tellement il t'angoissait, et après il disait, j'y suis arrivé. Et donc, il y est arrivé, et donc ça m'intéressait beaucoup, d'arriver à ça. J'avais des étudiants qui venaient me trouver hors des cours en me disant je vais pas y arriver, ils venaient me trouver moi. Mais c'est parce que j'ai été tellement moi-même dans ce que mon père me disait sans arrêt, tu vas pas y arriver. Ça c'était la chanson, c'était où tu vas pas y arriver. Et donc j'ai été poursuivie par ça, et après je pouvais aider des gens, il suffit de leur donner confiance en eux, si tu veux, voilà, de leur dire, si tu leur dis, mais si tu vas y arriver, déjà, ça va beaucoup mieux. Et ça, j'aimais ça, tu vois, ça me plaisait parce que c'était, oui, comme une espèce de victoire sur moi-même, c'est-à-dire que je me disais, bon, s'il y en a un qui y arrive, moi je peux y arriver aussi, enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et est-ce que tu as eu des expériences de ça en dehors d'un cadre pédagogique enseignant-élève ? Oui, j'ai eu ça parce que, oui, des gens viennent me trouver, ils ont écrit un texte, ça arrive tout le temps. Et ils demandent d'ailleurs maintenant, je commence à fatiguer un peu avec ça, mais il faut leur dire, est-ce que c'est valable, qu'est-ce qui ne va pas, enfin les encourager quoi. Ils viennent demander ça à un auteur. Et donc je fais ça fréquemment. Souvent je le fais. Oui, c'est intéressant. Je pense que, enfin, moi j'ai toujours été frappé, on se connaît depuis peut-être presque 20 ans maintenant, mais oui. J'ai toujours été frappé de la facilité avec la facilité avec laquelle les gens te parlent. Oui. En fait, c'est facile de te parler, oui. Et je pense que c'est sans doute consubstantiel de ce que tu es, c'est-à-dire que voilà, les gens peuvent se confier. Et ça, c'est intéressant de voir que en fait, le travail de l'écrivain, en fait, c'est un travail intime. Et exposer son œuvre, j'imagine, pour la première fois, pour demander des conseils, ça doit être quelque chose d'intime, ça doit être quelque chose où on s'expose, on se remet en cause. Oui. Toi, tu as vécu ça aussi en tant qu'écrivain ? Je l'ai vécu parce que, si tu veux, j'ai toujours voulu écrire. Puis à un moment donné, je me suis mise à le faire. Et je pensais que ça n'avait aucun intérêt. J'ai écrit un premier roman. Je vivais à ce moment-là avec un jeune homme, c'est celui qui m'a offert les poupées, là. Et lui croyait à ce que je faisais. Et donc, tous les jours, alors je faisais ça, je m'étais dit, pour arriver à m'encourager, il y a 365 jours dans l'année. Un roman, disons, c'est 250 pages, donc si je fais une page par jour, et puis ça me laisse suffisamment de jours encore dans l'année pour corriger, au bout d'un an, j'aurai mon truc. Je m'étais mis ça dans la tête. Donc tous les jours, pendant que le dîner cuisait, dans la cuisine, j'écrivais ma page. Et je m'interdisais de regarder ce que j'avais fait avant, parce que si je regardais la page d'avant, je trouvais ça nul, tu vois. Et donc je faisais ça, et parfois je trouvais ça tellement nul que, et à l'époque, il y avait des vides ordures dans les cuisines, et ça faisait un bruit, miaou, comme ça. Et donc je jetais la page dedans, et lui était enfermé dans son bureau, il entendait. Et il courait dans les poubelles, il récupérait le truc, et il a carrément acheté un coffre pour tout mettre dans le coffre. Et puis un jour, il est allé le porter chez Gallimard. Et bon, moi je suis partie en vacances, c'était avant les vacances, et puis je rentre de vacances, le téléphone sonnait, ah quand même c'était la maison Gallimard qui me disait depuis le temps qu'on cherche à vous joindre. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, ça s'est fait comme ça. J'étais assez stupéfaite
de ça. Et après, les gens me disaient, mais c'est le roman d'une génération. Donc j'étais très étonnée parce que moi, je l'avais écrit, j'avais l'impression que ça ne pouvait concerner que moi. Je ne voyais pas du tout, si tu veux, que ça puisse intéresser d'autres personnes. Donc ça a été une grande surprise. Et en fait, au bout de plusieurs romans, je me suis dit, j'arrête ça parce que j'ai eu l'impression que je me dévorais moi-même. Tu vois? Et je me suis dit, mais je suis en train de me bouffer moi-même. Tu vois, ce que fait Annie Ernaux, elle pense que, et elle le dit, j'ai bien connu autrefois, elle dit que elle a l'impression que quelque chose n'a pas été vécu tant qu'elle ne l'a pas écrit. Elle le vit comme ça, donc elle vit les choses pour les écrire. Mais moi, ma vie privée, c'est ma vie privée, si tu veux. Alors évidemment qu'on utilise ça quand on écrit, mais pas de façon directe. Et à partir de là, alors j'ai commencé à me diriger vers la biographie, parce que la biographie, c'est toujours en partie une autobiographie, mais on est en quelque sorte protégé par le personnage dont on raconte l'histoire. Donc c'est plus facile, ça, pour moi. Oui, je comprends. C'est aussi une forme de mise à distance, j'imagine. Oui. Mais toi, tu as l'impression que tes premiers livres étaient... Enfin, tu racontes de façon assez viscérale une forme de difficulté à les faire émerger. Quand ils sont finis, quand c'est publié, quand ça sort, est-ce que ce sentiment-là perdure? Ou est-ce qu'on a l'impression d'avoir posé quelque chose et de pouvoir passer à quelque chose d'autre? Et moi, j'ai beaucoup de mal à publier. Alors je le fais quand même parce que, bon, il y a un éditeur ou un autre qui vient me trouver, et puis que c'est absurde, je me dis, alors j'ai des choses qui sont écrites, que je ne donne pas, et je me dis, mais c'est absurde, parce que je les écris quand même pour un lecteur, donc il faut à un moment donné le donner, mais j'ai beaucoup de mal avec ça, ça se voit pas, si tu veux, si on m'interviewe ou quoi, les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, c'est très difficile pour moi que ça sorte. En quelque sorte que ça sorte, que ce soit, tu vois. Et ça, c'est vrai de tout processus créatif. Enfin, je pense que tu as notamment fait de la mise en scène, tu as écrit du documentaire, tu as scénarisé beaucoup de choses. C'est toujours un peu la même chose, ou est-ce qu'il y a quand même cette distance quand c'est un travail où j'aide d'autres à concrétiser un projet? Est-ce que c'est la part d'intime, en fait, de l'écrivain qui pour toi représente une forme d'obstacle, ou est-ce que c'est vrai, peu importe le média? Si tu veux, quand il m'arrive de travailler pour le cinéma, d'abord c'est quand on vient me trouver, et il y en a toujours un qui me trouve. Je ne sais pas comment ils font, mais parce que je suis très retirée. Mais à ce moment-là, de temps en temps, on est tellement seul quand on écrit, que quand tu travailles un scénario, chose comme ça, enfin pour le cinéma, à ce moment-là, il y a un travail d'équipe, donc tu n'es pas seul. Moi, je travaille toujours pour un réalisateur, parce que c'est ce type de cinéma-là qui m'intéresse. J'ai travaillé pour la télévision pendant 5 ans, mais ça marchait, hein, mais j'en souffrais beaucoup, parce que, comment dire, tu sais, la télévision, c'est vraiment... Écoute, c'est pas compliqué, j'ose à peine le dire, quand j'avais rendez-vous avec un directeur de programme, je rentrais chez moi, je me mettais à vomir. C'est épouvantable, la personne avait été gentille, mais c'était terrible. Parce que la télé, c'est vraiment, on te dit, bon, attention, alors il ne faut pas faire des phrases longues, parce que vous comprenez, c'est beaucoup d'étrangers, et puis alors, beaucoup de gens âgés, alors ils n'entendent pas bien, alors bon, tu vois, mais c'est un travail complètement technique, de toute façon, c'est pareil, si tu es scénariste, aujourd'hui, c'est un travail technique. Mais la télé, il y a cette idée que il faut baisser le niveau, il faut... Tu vois, et moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je suis très mal à l'aise avec ça. Je l'ai fait pendant 5 ans, je commençais à fort bien gagner ma vie avec ça, et j'ai arrêté, parce que vraiment, c'était douloureux. Je ne sais même pas expliquer comment, pourquoi. Sauf que quand je vois des scénaristes qui sont des scénaristes de métier, moi, je n'ai jamais voulu que ce soit un métier, j'aurais pu. Je m'aperçois qu'ils sont démolis au bout de quelques années, je t'assure qu'ils sont démolis. Quand tu les vois, ils ne sont pas en bon état. C'est très dur à faire. Parce qu'en plus, tu vas voir des gens qui vont enlever qui ne vont pas te demander ton avis. Hein. Ils vont traficoter, bon, c'est leur boulot, ce que tu as fait, et tu n'as aucun contrôle là-dessus. Donc, mais en même temps, j'aimais ça. J'aimais beaucoup ça. C'est intéressant, si tu veux.
C'est intéressant, mais c'est difficile. Et du coup, quel regard est-ce que tu portes sur l'époque? Parce qu'en fait, on pourrait se dire, et ça c'est, en fait, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide par rapport à la nature de ces empêchements, la capacité à surmonter les empêchements. Toi, tu es devenu adulte à une époque qui était une époque en fait de libération folle, et alors que en réalité, on vit une époque qui est plus à la fermeture et à la contrainte. Alors, sans vouloir orienter la réponse, y a-t-il des raisons d'espérer par rapport à ça? Y a-t-il des raisons de se dire, en réalité, aujourd'hui, et peut-être si j'argumente un peu, on pourrait se dire l'ubiquité des réseaux sociaux, la facilité de publier, la facilité de partager des idées, des œuvres, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un accélérateur? Est-ce que c'est quelque chose qui, en fait, nous permet d'aller de l'avant ou, en réalité, non? Moi, je pense qu'on est dans une période de transition que je ne connaîtrai pas l'aboutissement de cette période parce que je serai morte d'ici là, si tu veux. Ça va prendre un certain temps, je pense que je dirais que ça prendra à peu près une trentaine d'années, mais enfin bon, c'est comme ça. Et je pense qu'il y aura un monde complètement nouveau qui ne sera absolument pas le mien, et que là, je suis très malheureuse de tout ce qu'on est en train de perdre, d'un monde qui disparaît, avec une grande vitesse. Tu vois, les gens meurent. Je me dis, tiens, il est encore mort, celui-là, etc. Et ils ne sont pas forcément des gens vraiment vieux, mais ils meurent. Et je pense que c'est une époque, c'est un monde qui meurt, et c'est un monde que moi j'aimais. Donc, si tu veux, je trouve ça très difficile, ce sentiment de perte. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se gagnent, je suis consciente de ça, mais ça ne m'excite pas, si tu veux, parce que ça m'est très étranger. Mais en ce qui concerne le fait d'espérer, tu sais, je suis née en 1949, c'est pas la peine que j'essaye de me rajeunir, et dans une ville qui avait été détruite par la guerre, à Caen. Donc ça a été une des grosses bavures de la Seconde Guerre mondiale. Caen a été bombardée pendant à peu près un mois. Donc ça a mis à peu près 15 ans à se reconstruire, et donc mes souvenirs d'enfance, c'est d'avoir été au milieu des tas de ruines, d'être allé à l'école, encore au lycée, dans des baraquements laissés par l'armée américaine, par exemple, tu vois. Et donc, j'ai eu très jeune le sentiment que les choses peuvent tout d'un coup être démolies très très vite, qu'il n'y a pas à se persuader, enfin, j'ai aucun sentiment de sécurité, je n'en ai pas, et quand j'étais enfant, dans cette ville qui avait été une très belle ville de Normandie, une ville ancienne, je voyais par exemple, ma grand-mère m'emmenait au marché au beurre, il y avait encore un marché au beurre, et là il y avait une très belle église qui était à moitié détruite, et je voyais ça, et en fait, j'entendais les gens essayaient de se consoler, parce que la ville était reconstruite, elle a été assez bien reconstruite d'ailleurs, mais les gens, ils disaient... Oui, mais maintenant, on a le confort moderne. Et c'est-à-dire qu'ils disaient, on a des salles de bain, on a du chauffage, tu vois. Ça qu'ils voulaient dire. Mais le ton qu'ils avaient était un ton de tristesse et de regret. Donc, ils essayaient de se dire que c'était mieux, que le progrès, c'était... Mais en fait, ils regrettaient ce qu'ils avaient connu avant. Et donc, j'ai été désespérée très très tôt. Enfin, j'ai très très tôt... Et je me souviens, quand je suis enseignement bouddhiste... Jigme Rinpoche, alors quelqu'un pose une question, mais voilà Rinpoche, je suis désespéré, et lui répond, ah vous êtes désespéré, très bien, on va pouvoir commencer à travailler. Bon, effectivement, à partir du moment où tu perds tes illusions, tu es très libéré, c'est libérateur si tu veux, parce que tu vois, tu n'es plus tenu par tout un tas de choses. Enfin, tu vois, c'est comme, je dirais, c'est cette ville qui avait été détruite par la guerre où il y avait des tas, partout, des tas de pierres. Et en même temps, ça voulait dire qu'un autre monde était en train de surgir, autre chose surgissait. Donc, de toute façon, non, l'espoir, j'en ai jamais vraiment eu. Et bon, je fais avec ça.
dans cet autre qui se construit, et que tu verras peut-être en partie ou pas, selon tes dires, est-ce que il y a quelque chose à travers ton travail, dans les relations que tu as avec d'autres, avec certains que tu continues d'une certaine façon à mentorer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches à transmettre, une flamme que tu voudrais transmettre, une étincelle, alors pas forcément d'espoir, on a bien compris que c'était pas le bon mot, mais est-ce qu'il y a quelque chose donc, qui a été un moteur de ta vie, que tu voudrais voir perdurer, même dans cette époque où effectivement, malgré certaines avancées, on pourrait se dire qu'en réalité tout ne va pas vers un progrès, mais est-ce qu'il y a un combat qui mérite encore d'être mené là ? Mais si tu veux, si je regarde les biographies, parce que j'ai travaillé sur des personnages extrêmement différents, et parfois on me demande quel est le lien, et en fait je m'aperçois, parce que c'est même pas conscient, que ce qui m'intéresse, c'est le surgissement d'une icône populaire, tu vois, que ce soit Thérèse de Lisieux, Brigitte Bardot, Dalida, Jane Austen, enfin, ce sont des personnages complètement différents. Mais à chaque fois, c'est l'idée d'une petite fille ou d'une jeune fille qui est promue à une vie très obscure, et tout d'un coup, cette personne se met à toucher une quantité incroyable de gens et à avoir une importance énorme pour beaucoup de gens. Et ça me fascine. Donc, à chaque fois, tu vois, c'est ça, en fait. C'est l'idée que, quand même, le quand même, si tu veux, le malgré tout, le quand même, il faut y aller quand même. On ne sait pas ce que ça va donner, mais vaut mieux faire que de ne pas faire, malgré tout. C'est intéressant. Et aujourd'hui, toi, tu en identifies des icônes populaires comme ça, où tu en vois des germes de gens qui émergent? Oui, j'ai des projets. Ouais. Oui, mais tu sais, j'ai toujours une dizaine de projets, puis parfois ça aboutit ou ça aboutit pas. Il y en a un tout d'un coup qui se met à sortir, et je fais oui, bien sûr. Les personnages passionnants, il y en a beaucoup, il y en a plein. Et l'époque en produit, cette époque en produit encore, des Thérèse de Lisieux, des Dalida? Alors, je pense que c'est plus difficile maintenant, parce qu'on est quand même dans une période de massification. Et d'ailleurs, c'est très bizarre, parce que on est à la fois dans l'individualisme absolu, et en même temps dans la masse. Donc, c'est l'individu, mais pris dans une masse. C'est plus difficile, si tu veux, on est très formaté. Je le vois dans la façon dont, puisque j'ai enseigné, et je voyais que les étudiants, à partir d'un moment, les étudiants devenaient complètement formatés, c'est-à-dire qu'ils savaient présenter un projet, c'est super propre et tout, mais c'est comme si, les dernières années, j'ai arrêté d'enseigner d'ailleurs à cause de ça, c'est comme si leur cœur n'y était plus. C'est-à-dire, on leur avait appris à présenter les choses comme il faut les présenter, et à ce moment-là, moi je préférais l'époque où c'était un peu maladroit, mais où, tu vois, oui, ils étaient vraiment dedans. Et maintenant, c'est comme si, je pense que c'est plus difficile, bien sûr, il y a toujours des gens formidables partout, mais c'est plus difficile à cause de... Puis il y a une censure terrible. Bien sûr. Censure terrible, alors en même temps on se censure soi-même parce qu'on a peur, on se dit attention, mais même moi je me dis, pas que je laisse ce mot-là, etc. Tu vois, et parce que ça risque, parce qu'à cause des réseaux sociaux, les gens se jettent, ils cherchent, tu vois, le truc où ils vont pouvoir s'énerver dessus. Et ça prend des proportions incroyables, donc les gens ont peur. Et ça, alors c'est vrai que ce que j'ai connu dans ma jeunesse, enfin disons la deuxième partie des années 60 et les années 70, les années 80, c'était déjà plus froid, et puis c'était beaucoup le fric, les années 80 déjà. Mais sinon, avant ça, il y avait une liberté extraordinaire, et on faisait des choses avec rien. On n'avait pas d'argent, avec 3 bouts de ficelle, on arrivait à faire des spectacles, des choses. Tu vois, personne ne nous encourageait. Et donc, quand on ne t'encourage pas, d'une certaine manière, c'est très bien, parce que ou tu fais rien, ou tu fais ton truc à toi, vraiment. Et c'était assez facile, tout d'un coup, oui, ah bon, veut me publier, ah bon, bah, quelle surprise, enfin, très bien, pourquoi pas, oui. Et où j'ai vu des gens comme ça se mettre à faire des films, à partir d'à peu près de rien, tu vois. On ressort La Maman et la Putain, là, mais Eustache, il travaillait vraiment avec... tu vois, si peu de choses, et il y a des choses magnifiques qui ont été faites à partir de presque rien, et ça c'était extraordinaire. Alors évidemment la liberté, il y a les côtés pervers de la liberté, hein. Mais alors maintenant,
on critique ça beaucoup. Et c'est vrai que... Mais en même temps, on ne sait pas ce qui va sortir là. Il y a toute une histoire à propos de Sébastien Vives, là, ce type qui fait de la BD, tu sais. Bon, moi, je n'ai pas vu ces BD, hein, donc je ne peux absolument pas juger. Mais tout d'un coup, on lui tombe dessus parce que c'est des représentations de l'inceste, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque de ma jeunesse, on se disait... Bon, il faut que j'arrive à parler de ça, tu vois. L'idée, c'était que ça avait été interdit jusque-là d'en parler, et que donc, le truc à faire, c'était de casser les interdits, et d'y arriver quand même, de passer à travers les empêchements, en quelque sorte. Alors que maintenant, tu vois, je vois ça, même le féminisme actuel n'est plus du tout celui que j'ai connu. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour F Magazine, qui était... un magazine qui a disparu depuis longtemps, qui était un magazine féministe pour grand public. Et puis, à Marie-Claire, Marie-Claire était très féministe à l'époque, c'était un grand journal à l'époque. Et donc, je me disais, il faut parler de ça, que les femmes osent ça, voilà, que d'autres femmes osent ça. Mais c'était pas... J'avais pas une position du tout surplombante. L'idée, c'était que si je travaillais cette question pour l'exprimer pour d'autres femmes, j'allais la travailler aussi pour moi. Mais tandis qu'aujourd'hui, c'est attention, il ne faut pas y aller, quoi. Oui, oui. Mais c'est ce que tu dis sur ces icônes populaires, qui est d'une certaine façon que tu décris comme étant une des raisons d'espérer. C'est de se dire, en fait, chaque génération ou chaque époque est capable de produire ces icônes. S'il y a des gens qui sont capables de les saisir et d'en faire à la fois le travail narratif et le travail d'exposition, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que l'époque est plus dure ou pas par rapport à la façon dont elles peuvent apparaître. En fait, la question que ça m'amène à poser, c'est en réalité, est-ce que à chaque époque, chacune à sa manière, ces icônes ont su jouer de l'époque, su jouer des conditions de cette époque, et peut-être qu'en réalité, celles qui émergeront demain sont celles qui savent jouer avec ce système très cadré, les réseaux sociaux, ce côté très lissé de l'image et de la façon d'être. Tout ça, ouais. Exactement. Oui. Tu sais, je voyais dans le dernier numéro de Vanity Fair, il y a tout un portfolio de photos de Madonna, puisqu'il y a des photos qui paraissent, elles sont assez belles, un peu extrêmes à mon avis, mais... Et Madonna, je me souviens, quand elle a démarré, je la trouvais charmante, parce qu'elle n'était pas encore cadrée, si tu veux. Et maintenant, on a l'impression que tout est fabriqué, c'est entièrement fabriqué, tout est pensé par rapport à l'effet sur le public, tout ça. Et moi, ça me gêne, si tu veux. Ça me gêne beaucoup, c'est-à-dire, je trouve que ça retire quelque chose. Ces photos sont très belles, mais en même temps, oui, il y a le sens. Est-ce qu'elle est vraiment là, tu vois, elle est, et ça, c'est quelque chose, moi, qui me gêne. Mais l'époque est comme ça. Effectivement. Oui, donc s'il y a quelque chose à transmettre, c'est peut-être une forme de capacité à retrouver à la fois de l'innocence, de la spontanéité dans cette... C'est difficile, hein. Oui, absolument. C'est difficile parce que la technologie... regarde les histoires de chat GPT, etc. Il y a une telle puissance technologique, là-dedans, comment tu t'en sors? Je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, je ne veux pas y être, je sais que c'est important, mais je ne veux pas être dessus parce que je veux qu'on me foute la paix, quoi. Je n'ai pas envie de... Tu vois, enfin bon. Mais il y a des gens qui adorent ça, moi je connais des gens autour de moi, oui, ils adorent ça. Mais pour moi, c'est un cauchemar. Donc, Et puisque j'en profite, je t'ai face caméra, est-ce que tu peux, et c'est une question en général que tu fuis quand je te la pose, est-ce que, donc te voilà piégé, est-ce que tu peux nous parler peut-être de quelques-uns de tes projets futurs, ou des choses en tout cas qui te touchent particulièrement? Je t'ai déjà posé la question dans le passé en te disant en fait... Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir sorti pour te dire, en fait, ça y est, ma vie d'artiste est complète, j'ai fait ça. Et tu as toujours un petit peu évadé la question, et voilà, je te la repose d'une autre façon, en fait, dans une forme
d'espérance ou de legs ou de transmission. Qu'est-ce qu'il te reste en fait à écrire, à publier, à partager, pour que tu aies l'impression que voilà, ton travail est fait? Mais j'aime pas du tout parler. D'abord, quand je suis en train de travailler sur quelque chose, j'aime pas en parler parce que c'est comme si, tu sais, Thérèse de Lisieux ne voulait pas du tout raconter ses visions. Et j'ai travaillé aussi j'ai beaucoup travaillé sur la question de la vision. Je suis amblyope, c'est une espèce de handicap visuel. Bon, je ne vais pas donner les détails, mais du coup, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la vision, aussi bien dans le domaine du cinéma que chez les mystiques, par exemple. Et aussi bien Bernadette Soubirous que Thérèse de Lisieux ne voulaient pas raconter leurs visions. Elles ne voulaient pas les raconter parce qu'elles avaient l'impression que si elles les racontaient, ça perdrait, si tu veux, immédiatement. Tu vois, quelque chose est perdu. Et je ne suis pas une mystique, loin de là, mais quand je travaille sur quelque chose, j'aime pas en parler quand je suis dessus. Une fois que c'est fait, oui. Et puis, j'ai des projets, mais je ne sais pas... j'ai toujours peur de ne pas pouvoir aller au bout d'un projet donné. Donc, si des personnages qui m'intéressent, j'en ai beaucoup, mais en plus, si je te l'ai dit, tu vois, j'ai pas envie qu'on me les pique non plus. Hein donc... J'imagine bien. Voilà. Donc, mais oui, j'aimerais bien, je me dis, oh, si j'avais encore 10 ans devant moi, tu vois, je pourrais encore écrire ci et ça, tant mieux. Si je peux le faire, tant mieux. Et si je peux pas le faire... Là, je suis assez contente parce qu'un éditeur m'a demandé de reprendre une ancienne biographie de Brigitte Bardot, qui est très ancienne, et donc j'ai dû tout reprendre, hein, parce qu'on ne peut pas republier un texte. Ce texte, d'abord, elle m'a fait un procès. Et puis ce texte a encore des fans, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui se souviennent de ce texte et qui m'en parlent. Donc... Alors j'ai tout retravaillé, hein. D'abord j'en ai rajouté beaucoup, j'en ai enlevé, enfin ça a été vraiment un gros travail. Je suis contente que ça ressorte, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir pu aller au bout du travail que j'avais à faire sur un personnage qui était très important pour moi quand j'étais enfant. Parce que quand j'étais enfant... Je me souviens, avant Bardot, il y avait Martine Carole. Alors, elle a fait des choses magnifiques, hein. Martine Carole fait de très belles choses. C'était complètement oubliée aujourd'hui. C'était une très belle actrice, mais elle avait quelque chose de très apprêté. Et c'était un type de femme, si tu veux. Je voyais ma mère, qui allait tout le temps chez le coiffeur, tu vois, qui était des trucs là, tu vois. Ça, c'était les femmes de l'époque. Et moi, j'étais horrifiée quand j'étais enfant. Je me disais, je ne pourrais jamais être comme ça, jamais. Et tout d'un coup, on a vu apparaître Bardot. Enfin, il y avait des photos dans le match de ma grand-mère. Et en plus, mes grands-parents habitaient à l'entrée du Cap Martin. Et là, il y avait une espèce de restaurant où la bande à Bardot aimait aller. On les entendait, ils arrivaient par la mer. Et donc, on entendait, le soir, on entendait les moteurs du bateau. Et après, ils faisaient la fête la moitié de la nuit. Alors, on entendait un peu la musique, tout ça. Et je voyais les photos. Et je me souviens, elle avait fait un film qui s'appelait Babette s'en va en guerre, qui n'est pas un film immortel, hein, mais il y avait une photo dans Match où elle était assise sur un tank. Elle avait, elle était costumée comme un soldat, puis on voyait... tous les piou-piou autour qui la regardaient comme ça. Et je me disais, mais elle a du culot, quoi. Elle s'habille comme elle veut, elle se coiffe comme elle veut, elle dit ce qu'elle veut, parce qu'elle l'a toujours fait. D'ailleurs, ça lui a attiré des tas d'ennuis. Elle a été condamnée en justice parce qu'elle dit trop clairement ce qu'elle pense, et elle refuse absolument, c'est un grand courage, ça, elle refuse absolument de peigner, si tu veux, ce qu'elle va dire pour ne pas avoir d'ennuis. Et je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle dit, d'ailleurs, mais ce n'est pas la question. C'est que... Et ça, moi, enfant, pour moi, ça a été extraordinaire. C'était le sentiment d'une libération, si tu veux, que les femmes allaient pouvoir, que j'allais pouvoir dire ce que j'avais envie de dire, que j'allais pouvoir me coiffer comme je voulais et pas me coiffer, ou tu vois. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. En fait, je terminerai avec cette question-là. En réalité, tout ton travail de biographe, enfin, une grande partie de ton travail de biographe, c'est concentré autour de ce qu'on appellerait des flammes, dans le contexte de cette interview. Et la question que j'ai envie de te poser est très simple, c'est
Qu'est-ce qui permet à une étincelle de devenir un feu? Qu'est-ce qui permet à certaines personnes d'émerger comme ça, de marquer leur époque, de devenir des espèces d'objets incandescents? Tu décris très bien ta fascination pour eux. Toi qui les as étudiés, toi qui as écrit sur eux, est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a des conditions? Non, je crois qu'il n'y a pas de recette, c'est très mystérieux. À un moment donné, une personne coïncide avec une époque. Moi, je sais que dans mes débuts, à un moment donné, j'étais un auteur à la mode et j'ai eu beaucoup de succès, et en fait, je me rends compte que je coïncidais avec l'époque. Je ne m'en rendais pas compte moi-même, mais je m'en rends compte maintenant. Et je ne coïncide plus maintenant avec mon époque. Tu vois, c'est autre chose. Mais alors il y a ça. Bardot a toujours dit, pour revenir sur elle, qu'elle n'avait rien compris à sa gloire, que ça lui était tombé dessus et qu'elle n'y avait jamais rien compris, et qu'à un moment donné, elle s'est dit qu'elle avait été exploitée en quelque sorte sexuellement, et qu'elle arrêtait le cinéma à 39 ans en disant qu'elle abandonnait le cinéma avant que le cinéma ne l'abandonne, et qu'elle allait se servir de cette gloire à laquelle elle n'avait jamais rien compris pour faire quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, c'est-à-dire s'occuper des droits des animaux. Et ça, je trouve c'est formidable. Enfin, j'admire vraiment ça. Mais elle-même dit mais pourquoi, comment? C'est qu'elle a souvent dit dans des interviews que ça lui paraissait tout à fait démesuré. Et il y a des gens sur qui ça tombe. Dans le cas de Thérèse de Lisieux, elle a beaucoup écrit, mais parce qu'elle était au Carmel, et qu'une de ses sœurs était supérieure du même Carmel, et les carmélites doivent écrire un texte où elle raconte plus ou moins pourquoi elles sont là, bon. Et ensuite c'est publié dans la revue, et elle a commencé à écrire ça, parce que chaque carmélite devait le faire, et sa sœur a vu ça, et elle lui a dit de continuer. Et donc elle a écrit, elle ne s'arrêtait plus, elle était tuberculeuse, elle est morte très jeune. Et puis un jour ça a été publié, et ça a été un grand best-seller de la fin du 19e siècle. Je pense qu'elle n'en avait pas la moindre idée, tu vois. Simplement, quelqu'un l'a encouragée. Ouais, c'est mystérieux. Et comment est-ce qu'on coïncide avec une époque? C'est très étrange et curieux. Et c'est mystérieux. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est mystérieux, parce que si on arrivait à percer le mystère, il n'y aurait plus rien à écrire, en gros. Tu vois, une fois qu'on a compris, il n'y aurait qu'à reproduire le modèle. Donc ce serait un peu triste. Et à chaque fois, c'est un personnage différent. Là, je voyais cette jeune fille, là, influenceuse, qu'on voit absolument partout. D'ailleurs, elle est un peu énervante. Bon, elle sort de rien, tout d'un coup, voilà, elle a une influence énorme. Moi, je suis un peu perplexe là-dessus, mais je vois que le phénomène existe toujours. Et que, alors maintenant, il y en a plein d'autres, mais elle a démarré, c'était au début. Et de ça, maintenant, elle sait très bien s'en servir, manifestement. Et tout d'un coup, quelque chose est apparu. C'est très particulier, tu sais, quand Jacques, mon mari, était directeur de Marie-Claire, il me montrait, il me disait, je me souviens un jour, c'était Cindy Crawford, t'es pas connue du tout. Il monte, il me dit, celle-là, tu vois. Et il disait, là, il y a de la lumière. C'est que tu avais des grands mannequins comme ça, et qui devenaient grands mannequins parce que elles n'étaient pas plus belles tellement que d'autres filles. Enfin, je m'en souviens parce que je voyais qu'ils regardaient les photos, qu'ils disaient ça oui, ça non, ça oui, ça non. Mais il y a quelque chose qui sort, si tu veux. C'est très étrange. C'est pareil chez les acteurs. Tu vois, pourquoi celui-là... moi, j'ai travaillé avec des acteurs connus, et parfois tu les vois dans la vie normale. Souvent, il n'y a pas grand-chose. Et à l'écran, tout d'un coup, il y a une lumière qui se diffuse. Mais c'est une magnifique raison d'espérer, en réalité. Si je reviens à la question, c'est de se dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'insaisissable dans le talent et dans... dans la vie, tout simplement. Absolument, dans ces gens qui émergent. Non, mais c'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi. Merci.